L'IA, on en entend parler partout. Mais est-ce qu'on sait qu'il y a des modèles spécifiques pour chaque chose? Des géants du langage, des spécialistes de l'image. Aujourd'hui, on explore les 8 types d'IA clés qui changent la donne. On essaie de clarifier tout ça simplement et rapidement. Bienvenue! On se lance aujourd'hui dans une exploration des différents modèles d'intelligence artificielle. L'idée, c'est vraiment d'y voir plus clair dans ce domaine qui peut sembler un peu dense parfois. On s'est basé sur pas mal de lectures, des plus simples aux plus techniques. Oui, et c'est important de faire ces distinctions. Parce que l'IA, ce n'est pas une seule chose, hein. C'est vraiment toute une famille d'outils, chacun avec sa spécialité. Et choisir le bon, ça change tout. L'efficacité, le coût, le résultat final. D'accord. Alors, commençons par le plus connu, je pense, le LLM, le grand modèle de langage. Forcément, on pense à ChatGPT. Sa grande force, c'est de comprendre et de produire du langage, c'est ça? Exactement. Ces modèles sont nourris avec des quantités astronomiques de texte. On parle en milliards ou même trillions de jetons, des bouts de mots quoi, comme pour Llama 3. C'est cet entraînement massif qui leur permet de capter la grammaire, le sens et même une certaine connaissance du monde. Et leur performance, elle est vraiment liée à la taille, aux données, à la puissance de calcul derrière. Ce qui est fascinant, c'est qu'à très grande échelle, on voit apparaître des capacités un peu inattendues, des choses pour lesquelles ils n'étaient pas directement programmés. Intéressant ces capacités émergentes. Et le LCM alors? Le modèle de concept latent. Les sources disent qu'il est fort pour dénicher des concepts un peu subtils, cachés dans les données. C'est ça, une précision importante d'ailleurs. Faut pas confondre avec l'autre LCM de la gestion du cycle des vies des exigences, rien à voir ici. Non, là, en IA, les LCM, ils servent beaucoup à essayer de comprendre comment d'autres modèles fonctionnent. Ils cherchent ces fameux concepts latents, ces idées cachées qui expliquent pourquoi un autre modèle prend telle ou telle décision. C'est un peu pour ouvrir la boîte noire. Ah oui, d'accord. Pour l'explicabilité. Très clair. Maintenant, un modèle qui semble aller plus loin, le LAM, modèle d'action linguistique. Lui, il ne fait pas que parler, il agit. Tout à fait. Le LAM, il dépasse le texte. Il intègre différentes informations, ce qu'on appelle les modalités, comme l'image, le son, le mouvement. Et ça lui permet d'interagir avec le monde qui l'entoure, que ce soit virtuel ou réel. Il peut prendre des décisions, exécuter des tâches concrètes. On pense direct à la robotique, la voiture autonome ou l'automatisation de processus complexes. D'accord. Autre architecture dont on entend parler, le MOE, mélange d'experts. Si je comprends bien, c'est comme combiner plusieurs cerveaux spécialisés. C'est une bonne image, oui. Le MOE, c'est une architecture qui est devenue assez populaire parce qu'elle est très efficace, surtout pour les très gros modèles comme DeepSeek V3. L'idée, c'est d'avoir plein de petits experts, chacun très bon dans son domaine, et au lieu d'activer tout le monde à chaque fois, on appelle seulement ceux qui sont pertinents pour la tâche demandée. Par exemple, pour DeepSeek V3, sur 671 milliards de paramètres au total, il y en a seulement 37 milliards qui bossent à un instant T. Ça permet d'avoir des modèles gigantesques sans que ça coûte une fortune en calcul à chaque utilisation. C'est plus efficient. Le défi, j'imagine, c'est de bien répartir le travail entre ces experts. Exactement. Cet équilibrage de charges, c'est un point technique assez crucial. Bien compris. On a vu ces modèles un peu fondamentaux. Mais il y a d'autres spécialistes importants qui ressortent. Le VLM, modèle vision-langage. Lui, il fait le lien entre l'image et le texte, c'est ça? Tout à fait. Les VLM, ils créent un pont entre ce que l'IA voit et ce qu'elle peut en dire. Ce qui est bluffant, c'est qu'ils ne font pas que décrire une image, ils peuvent aussi raisonner dessus. Un peu comme nous, quoi. Ça ouvre la porte à des assistants IA bien plus utiles dans la vie de tous les jours. Et à l'inverse des géants, on trouve aussi les SLM, les petits modèles de langage. Pourquoi faire plus petit? Pour l'efficacité. Quand on a moins de puissance de calcul, comme sur un smartphone, ou pour des tâches très précises qui n'ont pas besoin de toute la connaissance d'un LLM, les SLM sont parfaits. Ils sont plus rapides, moins gourmands en énergie, et on peut les spécialiser finement. Parfois, ils sont même meilleurs qu'un gros modèle sur leur petite niche. Parlons aussi du MLM, modèle de langage masqué. Ça a l'air d'être une technique d'entraînement importante. Ah oui, c'est un des piliers de l'entraînement de beaucoup de modèles, comme BERT par exemple. La technique est assez maligne. On prend une phrase, on cache des mots au hasard, et le modèle doit deviner lesquels. Il n'a que le contexte, les mots avant et après, pour l'aider. C'est cet exercice répété des millions de fois qui lui apprend vraiment les relations entre les mots, les subtilités de la langue. D'accord. Et on termine ce tour d'horizon avec le SAM,
le modèle Segment Anything, un spécialiste de la vision lui aussi. Exactement. Le SAM, il est hyper fort pour une tâche bien précise, la segmentation d'images. C'est-à-dire qu'il peut identifier et délimiter très précisément tous les objets dans une image. Cette capacité à découper le visuel, c'est la base pour comprendre une scène en détail. C'est utile pour annoter des images, pour la retouche photo intelligente, pour les robots qui doivent voir. Donc ce qu'on voit à travers tous ces exemples, c'est vraiment une tendance à la spécialisation de plus en plus forte en IA. Chaque architecture a son rôle, son domaine d'excellence. Et comprendre ces différences, ça aide à mieux saisir ce que peut faire une IA et ce qu'elle ne peut pas faire. Oui, donc l'idée clé à retenir finalement, c'est que l'IA, c'est pas un bloc unique. C'est plutôt une super boîte à outils. Et savoir quel outil utiliser, c'est essentiel, que ce soit pour un projet pro ou juste pour comprendre ce qui se passe autour de nous. C'est tout à fait ça. Et ça amène une question hyper intéressante pour la suite. Est-ce que ces modèles vont finir par s'hybrider encore plus? Est-ce qu'on va voir des architectures qui combinent finement toutes ces spécialités pour s'attaquer à des problèmes encore plus complexes? Ça nous rapprocherait peut-être d'une IA plus générale? Voilà une question qui donne à réfléchir pour le futur. C'était notre exploration des 8 modèles d'IA essentiels en se basant sur les sources disponibles. Vous écoutez le podcast de Philippe. Si ces éclairages vous sont utiles, aidez-nous à atteindre notre objectif de 1000 abonnés pour qu'on puisse continuer. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt.